Comme promis, on va maintenant retrouver Aziza Naïtsiba au Maroc pour une édition spéciale. Aziza, bonsoir. Vous vous trouvez dans la province d'Alaouz. C'est à vous. Bonjour, bienvenue donc dans cette édition spéciale consacrée effectivement au bilan de la première semaine qui a suivi ce tremblement de terre qui a touché le Maroc, qui a touché entre autres la région d'El Haouzounou. Retrouvons ce soir, nous sommes dans la ville de Tahnaout. Nous allons parler aujourd'hui avec une pléiade d'invités des conséquences de ce tremblement de terre, mais aussi des opérations de secours, de ce qui continue d'être fait sur le terrain et des perspectives d'avenir pour cette région. Et nous allons commencer tout d'abord par un retour en images sur cette première semaine avec un bilan, je le rappelle, qui s'élève aujourd'hui à 2946 morts et pas moins de 5674 blessés. Retour en images sur cette première semaine. C'est passé quoi? خسائر مادية متعددة على مستوى البنايات على مستوى السيارات. لربما هناك هزة ارتدادية وهناك أكوام من الصخور تسقط بشكل مباشر ولقي يحرك يدو لرجلو. واش هذاك الباب مصطفى كيخرج لي؟ Je rappelle donc qu'on est en édition spéciale, surtout en direct depuis la ville de Tahnaout. C'est au cœur de la province d'El Haouz, la première province la plus touchée après le séisme qui a frappé le Maroc vendredi dernier. J'ai le plaisir d'avoir à mes côtés comme premier invité notre envoyé spécial, Tarek Kaye. Bonjour. Bonjour Aziza. Tarek, vous étiez ici depuis samedi soir dans la province d'El Haouz à Marrakech, mais vous étiez un peu partout. Tout d'abord, peut-être une semaine après, qu'est-ce qui a changé ici? Qu'est-ce qui a changé à Marrakech et dans la région? Beaucoup de choses ont changé, comme vous le disiez. Nous sommes arrivés 24 heures après le tremblement de terre qui a frappé le Maroc samedi soir. La première chose qu'on avait vue, c'était l'aéroport de Marrakech, où des dizaines et des dizaines de touristes essayaient de quitter, essayaient de trouver le moyen le plus rapide pour quitter le Maroc. Des gens qui étaient apeurés et qui n'avaient qu'une seule envie, c'était de rentrer chez eux. Ça plantait un peu le décor et ça nous mettait un peu dans le bain de ce qui nous attendait. Une semaine après, la vie a tellement changé à Marrakech en particulier, la vie qui était sous tension, qui était vide de ses habitants, sans âme. Une semaine après, ce jeudi soir, hier soir, ne ressemblait d'aucune manière au samedi soir de la semaine dernière. Un retour à la vie? Un retour complet à la vie, les cafés, les restaurants et cette envie de reprendre, notamment par le biais des touristes qui ont repris un peu justement la route du Maroc. Il y a également toutes ces personnes qui dormaient
dans les rues de Marrakech, sur les trottoirs, dans les espaces publics. On le voit toujours, mais de manière beaucoup moins significative, et ce en raison des solutions temporaires qu'on essaye de mettre en place, et notamment, par exemple, des centres d'hébergement. Absolument. Alors, vous étiez là avec Abdallah Malkawi pour l'antenne arabophone, avec Luc Schrago pour l'antenne anglophone et vous-même. Vous avez sillonné cette région d'El Haouz, Tarek. Vous avez rencontré beaucoup de victimes, de familles de victimes. Dans quel état d'esprit étaient ces populations sinistrées? Comme vous le dites, nous avons été au plus près de ces populations sinistrées. Nous les avons rencontrées aussi bien à Marrakech, dans la Médina, où beaucoup de maisons ont été endommagées, mais nous les avons rencontrées également dans tous ces villages du Haut-Atlas qui ont été fortement endommagés. Ce que l'on peut dire, ce sont des histoires assez éprouvantes, des témoignages assez forts. Je n'oublierai jamais, par exemple, hier, on a tourné une séquence extrêmement lourde. On a été dans un village, Imentala, un village qui est en quelque sorte rayé de la carte en raison d'une partie de la montagne qui s'est écroulée sur ce village et qui a écrasé littéralement toutes ces maisons. Un cadavre, un jeune trentenaire, le cadavre de cet homme a été extrait des décombres. Quelques secondes après, il a été enterré. On voyait sa mère éplorer, suivre tous ces secouristes, suivre le convoi funéraire qui se dirigeait vers un cimetière improvisé. On voyait la mère, la femme avec son nourrisson d'1 an et demi. Mais il y avait aussi cette dame qui énumérait de manière robotique, automatique, tous les êtres chers qu'elle a perdus, son cousin, sa tante, sa grand-mère, donc 10 membres d'une même famille dans un village qui compte 300. C'était extrêmement fort, extrêmement douloureux. Alors, on a beaucoup parlé de l'aide internationale. Vous avez accompagné justement les équipes espagnoles, britanniques, c'est des équipes de secours qui sont arrivées assez vite ici au Maroc, en plus des équipes du Qatar et des Émirats. Vous les avez accompagnés pendant toute une journée. Comment s'organisait leur travail sur le terrain et la coordination avec les équipes marocaines? Nous les avons accompagnés hier dans ces villages du Haut-Atlas, l'équipe espagnole et l'équipe britannique en particulier. On sentait vraiment, on les avait rencontrés à plusieurs reprises avant d'être embarqués dans leur dispositif, et nous sentions déjà à la base cette forte envie de participer, de prendre part à tous ces efforts, d'essayer de sauver des vies, mais malheureusement il s'agit essentiellement en ce moment d'extraction de cadavres plutôt que de vies humaines. Ça nous a également permis de voir un peu cette, je dirais, un peu désorganisation ou une mauvaise coordination entre les équipes et le terrain. Hier, par exemple, il nous a fallu plusieurs heures pour se rendre dans un village qui, en fin de compte, il n'y avait aucun besoin que l'aide de ces équipes soit présente, puisque les villageois avaient fait le travail eux-mêmes en prenant les cadavres et en essayant de secourir tous ceux qui ont pu être en vie. Mais il y a également cette envie d'essayer de sauver des vies. Malheureusement, aucune de ces équipes n'a réussi à le faire. Ils ne prélèvent que des cadavres et aucun survivant n'a pu être sauvé par ces équipes-là. Alors, parmi les localités que vous avez visitées, vous en avez visité beaucoup dans la région. Peut-être citer tout d'abord quelques noms, en tout cas, des localités que vous avez visitées. Imentala et d'autres villages. À Mezmiz, vous avez été aussi, absolument. Et vous avez été à Tolkien aussi. C'est un des villages de la région d'El Haouz. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de cette localité, puisque les images étaient quand même assez fortes en provenance de là-bas? Tout à fait. C'est un village donc à 1600 mètres d'altitude, un de ces villages du Haut-Atlas, un village l'accès à ce village est relativement difficile. Il fallait qu'on emprunte des routes sinueuses, non goudronnées. Une fois arrivé là-bas, c'est un village complètement détruit qu'on a vu. Aucune maison ne tient debout. Il y a eu 3 morts dans ce village. Toutes les personnes dorment à présent à l'extérieur dans des tentes. Il faut se rappeler que c'est un village donc à 1600 mètres d'altitude, et quand on connaît la rudesse de ces hivers, ça nous laisse présager aussi du pire dans les mois à venir, puisque ces personnes n'ont aucune solution pour le moment et elles présagent un peu le pire. Merci beaucoup Tarek Ahi. Je rappelle que vous étiez justement en tournage à Tolkien avec Luc Schrago et avec Abdallah Malkawi. Je vous invite, chers téléspectateurs, à suivre ce reportage et nous revenons dans quelques instants.
Une rare scène de joie dans le village de Tolkien avec l'arrivée d'un nouveau véhicule chargé de vivres pour cette population sinistrée. Nous avons apporté de l'aide, notamment des couvertures pour que les gens n'aient pas froid. Nous avons également apporté des vêtements pour les enfants. Cette veuve nous interpelle et nous invite à la suivre chez elle pour observer les dégâts causés par le tremblement de terre. Vivant seule, Yamna a eu la vie sauve grâce à l'intervention de ses voisins. J'étais ici en train de regarder la télévision et quand le tremblement de terre a eu lieu, j'ai essayé de sortir mais je n'ai pas pu ouvrir la porte. Si les voisins n'étaient pas venus l'ouvrir de l'extérieur, je serais restée coincée et je serais probablement morte. Comme vous le voyez, toute la maison est fissurée. Il ne reste plus rien et il n'y a personne pour m'aider. Les aides de l'État arrivent au compte-gouttes dans ce village reculé. Et c'est grâce à des initiatives personnelles que certains habitants dorment désormais sous un toit. Nous distribuons des tentes aux gens pour qu'ils aient un endroit où vivre. Ils n'ont plus rien. 3 personnes sont décédées à Tolkien et beaucoup d'autres miraculés sont sortis indemnes de ces maisons en terre cuite. Nous sommes sortis par ici. Nous étions 10 personnes, dont 4 enfants, ma femme et mon nourrisson. Nous avons creusé ce trou à l'aide d'une hache. C'est par là que sont sortis les adultes et les enfants. J'étais le dernier. À l'image des autres habitants du village, Mohamed vit entre la peur de l'inconnu et l'attachement à la terre natale. صعب تخلي عن جزر تخلي عن قرية الأم هنا تزدت وهنا كبرت هنا ترعرعت أنا هنا ترعرعت هنا درست وهنا تعلمت القرآن وهنا قرأت في الكتاب. Tolkien est un village parmi une centaine d'autres du Haut-Atlas à avoir subi de plein fouet le tremblement de terre. Pour l'heure, ses habitants dorment à l'extérieur sous des tentes. Mais toutes ces personnes sont rongées par l'inquiétude, celle de savoir quand et comment ils pourront reconstruire leur maison, surtout à l'approche de l'hiver et de ces températures négatives. Vient de me rejoindre donc à l'instant le colonel Hicham Choukri, chargé de la division des opérations de secours de la Direction générale de la protection civile. Colonel, bonjour, merci d'être avec nous. Je voudrais tout d'abord vous demander, une semaine après ce séisme, quel bilan peut-on tirer de ces 7 jours, 8 jours qui viennent de passer? Oui, 7 jours était plein d'émotions, plein d'engagement, de mobilisation. Et je pense que cette semaine, on avait un grand challenge. C'était un tremblement de terre à 11h du soir, exceptionnel, dans une région montagneuse caractérisée par toute la difficulté de l'accessibilité. Et la mobilisation était une grande mobilisation caractérisée avec un savoir-faire en matière de coordination. Et c'était la clé de la réussite. Alors justement, parlez-nous de cette coordination. Il y a eu une coordination tout d'abord avec vos unités de la protection civile et les forces armées royales. Et puis ensuite, on l'a vu avec d'autres unités qui sont arrivées. Mais déjà, dès les premières heures, est-ce que vous pouvez nous rappeler les premières heures de votre intervention sur le terrain? Oui, bien évidemment. Une fois qu'il y a eu ce tragique tremblement de terre, je pense qu'il y avait une coupure des réseaux téléphoniques. Oui, mais l'expérience, c'est juste lorsqu'on voit par exemple à Marrakech ou par exemple à Rabat, où on a senti le tremblement de terre, on a anticipé comme quoi dans l'épicentre ou le foyer du tremblement de terre allait y avoir des effondrements. Et par conséquent, on a anticipé d'engager les moyens, que ce soit de la région et les moyens nationaux. Et en plus des moyens locaux. Cela d'une part, comme on l'a dit, au début pour la protection civile, c'était une coordination verticale du haut vers le bas et le bas vers le haut. Et en même temps, il y a une coordination qui est horizontale, interservice. Et finalement, puisqu'on a ces contacts-là, on a des contacts directs, donc on s'est contacté, on a échangé. Comment vous faites justement, puisque les premières heures, par exemple, il n'y avait plus de réseau Internet, il n'y avait pas de téléphone dans les régions touchées. Comment est-ce qu'on arrive à savoir
où c'est qu'il y a justement des dégâts, puisque pour ce tremblement de terre, en tout cas, la région est très large. Oui, c'est juste une analyse. Vous trouvez au niveau de Marrakech, il y a par exemple des tours qui ont tombé. Oui. Et par conséquent, Marrakech, qui n'est pas c'est pas le foyer, et il y a des tours qui ont tombé. Et donc, il faut imaginer que les campagnes, avec l'habitation fertile, etc., et avec des montagnes de la hauteur, on peut en déduire, oui, il y a des effondrements, il faut se mobiliser. Absolument. Alors, on le voit, je ne sais pas si on le voit très bien, mais je vais juste expliquer à nos téléspectateurs ce qu'on voit derrière moi. Derrière moi, c'est le village de Azro. C'est un village, je vais m'enlever un peu pour vous laisser regarder, c'est un village qui est à flanc de montagne, avec des maisons un petit peu comme vous pouvez le voir, qui sont vraiment à flanc de montagne. Et c'est un peu la difficulté de toutes ces régions montagneuses et qui a peut-être aussi, colonel, rendu plus difficile les accès à certains villages, puisqu'on a vu beaucoup de villages, par exemple, au départ, qui disaient « Nous n'avons toujours pas vu l'aide arriver ». Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est quoi la difficulté que vous avez rencontrée? Il y a la difficulté, elle est tendue. L'étendue. L'étendue, c'est immense. Et il y a les zones montagneuses. De ce fait, on a travaillé avec tous les moyens. Par exemple, on a travaillé à pied, on a travaillé avec les véhicules, on a travaillé avec les moyens aériens. L'étendue est très large. Et ce qui a été fait dans une semaine, c'est la couverture de cette zone immense géographique, avec en première ligne les équipes de recherche, de sauvetage, suivies par le développement, par l'ouverture des accès, par l'infrastructure hospitalière mobile et par la prise en charge de la population sinistrée, avec l'installation du maximum des tentes, des couvertures et des lits de camp, parce que d'après le retour d'expérience du tremblement de terre de Hoceima, c'est que... En 2004. C'est en 2004, c'est juste l'action de la protection civile, c'est une action de tous les départements concernés. On a construit des dépôts régionaux, chaque dépôt immense, et vous pouvez en visiter après, c'est qu'il y a des milliers de tentes et des couvertures, le matériel de première nécessité. Intervenir. Oui, parce qu'une fois qu'il y a une catastrophe, on bascule rapidement d'une manière brusque d'un mode de vie normal à un mode de vie dégradé. Qu'est-ce que tu as? La grande problématique, c'était une population sinistrée qu'il faut la prendre en charge, qu'il faut lui fournir les éléments nécessaires de survie. Alors justement, tous les Marocains se sont mobilisés pour aider ces populations sinistrées. Il y a eu beaucoup d'afflux, entre autres sur Marrakech et la région d'El Haouz. Et parfois, on a envie de dire que le mieux, c'est un peu ce qui rend un peu difficile l'action sur le terrain. Qu'est-ce que vous pouvez dire aujourd'hui à tous les Marocains qui peut-être vont prendre la route ce week-end pour venir dans cette région? Moi, je vais être un petit peu... Ce genre de situation, ce qu'il faut être, il faut être logique et méthodique. On cherche... Notre but, c'est quoi? C'est l'efficience, l'efficacité. L'efficience, l'efficacité, c'est l'optimisation, la rationalisation. L'optimisation, la rationalisation, elle est précédée par l'organisation. Être organisé pour mieux s'organiser, c'est qu'il faut coordonner. Il faut coordonner avec les autorités locales. C'est eux qui ont le réel. Ce n'est pas la réalité. Le réel, c'est l'ensemble des réalités. L'autorité locale dispose du réel. Alors, il faut coordonner avec l'autorité locale. Il faut coordonner avec les gens qui s'occupent de la gestion de cet événement pour pouvoir acheminer tous les aides nécessaires à la population sinistrée dans les meilleurs délais et d'une manière efficace. Sinon, on va encombrer et on va rendre la gestion difficile. Plus que les accès aussi. Oui, plus que les conditions géographiques, climatiques et l'intensité du tremblement de terre, on va rajouter d'autres éléments de déséquilibre. Cela, c'est pas bien pour les personnes qui sont dans des situations difficiles. Colonel Hicham Choukri, je vous remercie. Merci infiniment d'avoir pris le temps de répondre à nos questions. Vous êtes chargé de la division des opérations de secours de la Direction générale de la protection civile ici au Maroc. Merci infiniment. Merci à vous. Alors, parmi justement toutes ces populations, ici dans la région d'El Haouz, eh bien, les évacuations des malades, des blessés se font, entre autres, vers l'hôpital, le CHU de la ville de Marrakech, ce CHU que nous avons visité aujourd'hui. Et nous y avons rencontré le directeur, le professeur Lahsan Boukhani, qui nous a un peu expliqué cette prise en charge et comment elle a été mise en place et comment ont été pris en charge tous ces blessés, qu'ils soient légers ou plus graves. Regardons ce reportage et préparation de Tamine Ritan. Et à la caméra, Teddy Aymar. Dès les premières minutes après le tremblement de terre, cet hôpital universitaire de Marrakech a commencé à recevoir les blessés. 1000 patients au total ont reçu des soins ici depuis une semaine. Il s'agit des 2/3 de la capacité du centre hospitalier, comme nous l'explique son directeur, le professeur Lahsan Boukhani.
On a mis en place une cellule de crise pour création rapidement des circuits pour la réanimation, pour les blocs opératoires et pour les hospitalisations. Rappel au renfort de tout le personnel. Donc, les cas que nous avons reçus, donc, il y a des cas qui sont directement en séisme avec des lésions physiques, traumatiques, mais aussi il y a des cas qui sont en rapport avec le traumatisme psychologique dans une situation pareille. Et le dispositif mis en place pour le triage des patients nous permet d'orienter les patients en fonction, vers des structures en fonction du besoin médical. Aujourd'hui, on a 14 patients qui sont hospitalisés en réanimation sur un total au départ de 34. Donc, il y a des sorties en réanimation. Il y a aussi la gestion de la sortie des patients. Donc, soit la sortie vers un autre hôpital au moins pour faire les soins, soit la sortie pour les patients vers des sites d'hébergement, des clubs. Un système de coordination a été mis en place pour pouvoir transférer des patients vers d'autres régions du pays, comme Rabat ou Casablanca. Le besoin ne se fait pas ressentir pour le moment. La gestion se fait toujours au niveau régional. Je reçois désormais Benoît Carpentier, vous êtes le porte-parole de la Fédération de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge. Merci d'être avec nous. Alors j'ai envie de vous demander une première question. Quelle évaluation, quel bilan de cette première semaine après ce séisme qui a frappé cette région et d'autres régions ici au Maroc? Le bilan humain, il est très compliqué et on ne l'aura pas dans les jours qui viennent. Le bilan plus émotionnel, il est terrible parce qu'on a des populations, des villages entiers qui ont été ravagés. On est sur à peine une semaine pour l'instant, donc on est encore dans l'urgence presque absolue. Les recherches de survivants continuent, mais ça s'amenuise, les chances s'amenuisent vraiment. Donc on est dans une phase de transition où on essaye justement maintenant de s'occuper encore plus des survivants sur plein d'aspects. Donc on peut... Alors qu'on va développer effectivement, mais j'ai envie de vous demander quand même, puisqu'on l'a vu par exemple avec le tremblement de terre en Turquie, on a retrouvé des gens jusqu'à 12 jours. Est-ce qu'on a encore de l'espoir ici ou est-ce que aussi peut-être la topographie en fait, de la zone rend les choses encore plus difficiles ici? Il y a toujours de l'espoir et il faut toujours avoir ça. Après, effectivement, plus les heures avancent maintenant et moins il y a de chance. C'est vrai qu'on est sur des structures de maisons qui ne sont pas des murs en parpaing ou en béton, mais plus de la pierre ou des choses comme ça, avec beaucoup de poussière. Donc il y a très peu de cache pour que les gens puissent respirer s'ils sont coincés quelque part. Donc il y a vraiment peu de chance maintenant qu'il y ait beaucoup de survivants de se retrouver, mais il y a toujours de l'espoir. D'ailleurs, on continue jusqu'à quand, généralement? Ça va y avoir sûrement le gouvernement qui va à un moment dire mais de toute manière les gens sont dans les villages donc oui. Ils vont débarrasser leurs maisons, ils vont débarrasser les restes de pierre, les choses comme ça. Mais, Alors vous êtes le porte-parole de la Fédération donc, de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, vous êtes là en coordination avec le Croissant-Rouge marocain. Comment se fait ce travail ensemble? Le Croissant-Rouge marocain il est là en permanence, avant une crise, pendant la crise et après la crise. Donc ils ont un réseau de volontaires au Maroc, ils ont 8000 volontaires sur tout le territoire qui travaillent, dès qu'il y a une catastrophe, une crise dans le pays, ils viennent en soutien au gouvernement et aux autorités locales pour pouvoir travailler sur le terrain dès les premières heures. Les volontaires, c'est des gens qui viennent des communautés eux-mêmes, donc c'est des gens qui sont pour la plupart eux-mêmes touchés, ils ont été touchés. J'ai discuté moi avec des volontaires qui ont été affectés par la catastrophe eux-mêmes. Nous, on vient en soutien de coordination avec nos autres sociétés nationales dans le monde pour leur ramener les besoins ce qu'ils ont besoin. Donc là, on va envoyer par exemple des équipes d'eau et d'assainissement et d'hygiène, parce que ça va être une des choses très importantes. On va envoyer des équipes techniques de logistique pour aider justement les flux de biens qui peuvent arriver dans le pays. Alors, la Fédération a fait un appel aux dons pour 105 millions d'euros, justement, dans le cadre de ces opérations de secours au Maroc, pour répondre aux besoins les plus urgents. Quels sont les besoins les plus urgents? Vous en avez cité quelques-uns maintenant, mais... Là, comme je vous disais, on passe d'une phase d'urgence absolue sur la nourriture, sur de l'eau, qui sera toujours une urgence, puisque les gens ont toujours besoin de ça. Là, on va avoir besoin de mettre un toit sur la tête des gens, donc ça va être des tentes, des matelas, des couvertures, des vêtements chauds. Il va y avoir des pluies, il me semble. Les pluies sont annoncées pour mardi avec des orages. Moi, j'étais dans les villages hier. C'est des bouts de plastique sous lesquels les gens vivent, donc c'est absolument pas adapté pour du vent ou de la pluie. Le froid va arriver dans quelques semaines, donc il faut vraiment s'occuper de ça très très rapidement. Alors, il y a une autre chose qu'on a vue depuis le début, c'est la solidarité ici au Maroc, la solidarité des Marocains qui afflue d'un peu partout. J'en parlais avec le colonel Choukri tout à l'heure, mais est-ce que souvent il n'y a pas beaucoup de mobilisation au début et ça se menuse un peu avec le temps? Est-ce qu'il y a un conseil peut-être à donner aux gens qui nous regardent et qui veulent absolument aider ces régions sinistrées?
C'est normal, c'est l'émotionnel et c'est bien. Et la vague de solidarité qu'on a vue et qu'on voit au Maroc en ce moment, elle est absolument fantastique. Il faut s'inscrire dans la durée absolument. On sait que une fois que les caméras vont s'éteindre un peu, on sait qu'une fois qu'il y aura moins d'attention, ou s'il y a une autre catastrophe, et on l'a vu un petit peu avec la Libye par exemple, l'attention va se détourner un peu et on a moins de donations, en biens physiques comme de la nourriture, des choses comme ça, mais aussi en donations qui nous permettent de faire de la reconstruction, des choses comme ça. C'est pour ça que nous, on a un appel qui est assez large, parce qu'on sait qu'on va s'inscrire dans le temps, dans la durée, parce que ce n'est pas une réponse qui va se faire en quelques semaines. Merci beaucoup, Benoît Carpentier. Vous êtes le porte-parole de la Fédération de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge. Merci infiniment d'avoir pris le temps d'être avec nous. Justement, c'est à propos de cette solidarité qui s'organise. Alors aussi bien d'ailleurs ici au Maroc, avec toutes les aides qui arrivent d'un peu partout, mais aussi les aides qui viennent de l'étranger. Il y a 4 pays qui sont présents aujourd'hui ici avec leurs équipes de secours. C'est l'Espagne, la Grande-Bretagne, le Qatar et les Émirats. Et justement, c'est à propos de toutes ces opérations d'aide que nous allons avoir un peu plus de détails dans le reportage qu'on va regarder tout de suite, qui a été préparé par notre collègue Tamin El-Khitan. Cette équipe de sauveteurs espagnols connaît bien le terrain au Maroc. Son expertise est précieuse pour la région touchée par le séisme. Surtout que la construction en terre ou en pisé, répandue ici, rend la tâche plus difficile. Une maison en béton et en acier, lorsqu'elle s'effondre, laisse plus de trous pour faire entrer l'air qu'une maison en pisé, où l'air passe moins bien et les chances de survie sont réduites. Les sauveteurs espagnols font partie de 4 nationalités officiellement présentes aux côtés des Marocains. Parmi les dizaines de pays ayant proposé de venir au secours, Rabat n'a retenu que le Royaume-Uni, le Qatar, les Émirats ainsi que l'Espagne. Sur le terrain, l'aide humanitaire internationale est acheminée par l'armée et des ONG marocaines vers la population sinistrée. Et pendant ce temps-là, un élan de solidarité vient de toutes les régions du royaume. Ici à Marrakech, des centaines de Marocains viennent donner leur sang. Je suis fière de donner mon sang. Je suis fière de voir toutes ces personnes à l'extérieur qui sont venues par centaines, voire par milliers. Je suis également fière de pouvoir donner mon sang alors que ma santé ne me le permettait pas. Je suis venu pour aider les sinistrés qui se trouvent dans un état critique dans les hôpitaux. Nous sommes venus de loin, nous étions déjà venus hier. Nous avions attendu, mais ils n'ont pas pu nous prendre et nous sommes repartis. Nous avons même raté 2 entraînements pour revenir aujourd'hui. Une semaine après, des villages entiers attendent encore l'arrivée de l'assistance. Le Palais Royal a annoncé un programme de relogement et d'aide financière pour les sinistrés. Les Nations Unies attendent une demande officielle d'assistance de la part du gouvernement marocain. Elle devrait arriver dans les prochaines heures, selon le Bureau onusien des affaires humanitaires. J'ai à mes côtés le professeur Mostafa Saliti, qui est le professeur de psychologie à l'université Qadi Ayad ici à Marrakech. Bonjour professeur, merci d'être avec nous. Alors il y a un autre aspect effectivement dont j'aimerais discuter avec vous. On parle beaucoup de la prise en charge des victimes, des familles des victimes, des malades. Mais il y a aussi un autre impact, c'est l'impact psychologique. C'est le traumatisme de ces populations. Est-ce que vous pouvez tout d'abord nous dire ce que vous avez vu sur le terrain toute cette semaine ? Oui, effectivement, il faut carrément une prise en charge psychologique qui est indispensable dans ces situations-là, parce qu'il y a des enfants traumatisés, il y a des enfants qui ont perdu leurs enfants, il y a des parents qui ont perdu aussi des enfants qui ont perdu leurs parents et des parents qui ont perdu leurs enfants. Donc là, il faut leur apporter un soutien. Ça a coupé, Afouane. Ça a coupé. Il nous rappelle? C'est là, je ne sais pas, ça sonne, ça fait quoi là? Oui, on a perdu la liaison manifestement avec Aziza Naïta-Itiba qu'on va tenter de retrouver, mais on va continuer en attendant de parler du Maroc ensemble. Vous le savez, 4 pays ont été appelés à l'aide par les autorités marocaines. Il s'agit du Qatar, des Émirats arabes unis, de la Grande-Bretagne et de l'Espagne. L'une de nos équipes a suivi le travail de secouristes espagnols. Voici son reportage.
Cette équipe de sauveteurs espagnols connaît bien le terrain au Maroc. Son expertise est précieuse pour la région touchée par le séisme. Surtout que la construction en terre ou en pisé, répandue ici, rend la tâche plus difficile. Une maison en béton et en acier, lorsqu'elle s'effondre, laisse plus de trous pour faire entrer l'air qu'une maison en pisé, où l'air passe moins bien et les chances de survie sont réduites. Je suis donc avec le professeur Mostafa Saliti, qui est professeur de psychologie à l'université Qadi Ayad à Marrakech. Professeur, donc je vous demandais effectivement l'impact psychologique que vous avez vu sur toutes ces populations, entre autres ici dans la région de El Haouz après ce séisme. Oui, les personnes qui ont vécu ce drame sont dans un état de souffrance psychologique. Et je pense, comme on a vu, il y a des enfants qui sont vraiment atteints par des troubles psychologiques. Là, quand je parle de troubles psychologiques, il faut des interventions, il faut des prises en charge, un soutien psychologique et carrément une psychothérapie. Parce qu'un enfant qui perd ses parents dans ces situations-là, donc là, il faut non pas seulement une intervention qui est d'ordre économique, qui est d'ordre social, mais il faut une prise en charge parce que parfois il est facile de reconstruire les maisons quand elles sont détruites, mais c'est très très facile de reconstruire l'être humain quand il est détruit psychiquement, moralement, etc. Donc il faut penser à ces enfants-là, à ces personnes âgées, à toutes les catégories d'âge dans cette région-là. Alors tous les psychologues marocains sont mobilisés, sont autodéterminés pour apporter leur soutien parce que c'est un devoir citoyen. Donc il faut aider ces enfants-là à sortir de cette crise-là. Il faut empêcher, il faut les protéger contre toutes sortes de traumatismes, c'est-à-dire du stress post-traumatique, les syndromes, les troubles psychologiques, parce que ça pourrait générer, à long terme, des troubles qui sont très chronique, donc il faut là faire une prise en charge. Mais justement, pour éviter ces situations-là, et avant même qu'il y ait cette longue prise en charge qui prend du temps, la prise en charge psychologique, qu'est-ce qu'on peut faire tout de suite? Est-ce que le fait d'aider, par exemple, les enfants, mais aussi les adultes, à verbaliser ce qui vient de se passer, à parler de ce qu'ils viennent de vivre, c'est quelque chose qui est conseillé? Oui, moi je conseille parce que je conseille de faire ce qu'on appelle des thérapies de groupe, c'est-à-dire de réunir ces enfants-là et leur permettre d'exprimer, d'extérioriser alors leur souffrance et de parler, etc. Et donc il faut dans un premier temps les écouter et leur apporter tout le soutien qu'il faut faire parce que c'est indispensable, c'est très important et je suis persuadé que tous les docteurs, les spécialistes en psychologie ont les moyens nécessaires, ont les ressources intellectuelles, toutes les techniques requises par cette situation-là pour aider les enfants-là à se libérer relativement de ces souffrances-là dans un premier temps. Et c'est une chose qui était indispensable, c'est-à-dire c'est une intervention dans un état d'urgence, mais je dis ce n'est pas suffisant, il faut les accompagner, il faut les prendre en charge aussi à court, à moyen et à long terme. Mais là, moi, je tiens donc à remercier tous mes collègues qui sont venus des différentes villes marocaines. Oui, il y a des psychologues aujourd'hui sur le terrain. Et il y a des psychologues sur le terrain qui sont venus de Rabat, de Tanger, de toutes les villes. En fait. Mais il y a exactement, c'est bénévolement et volontairement, c'est une volonté intrinsèque pour venir parce que, comme je disais tout à l'heure, c'est un devoir citoyen. On est une famille ici au Maroc. On ne peut que faire tout ce qui est nécessaire pour aider ces enfants-là à reprendre leur vie scolaire, sociale, etc. et leur garantir un bien-être à long terme, le bien-être psychologique, le bien-être affectif, etc. Parce que je pense que s'il y a des psychologues au Maroc aujourd'hui, ce n'est pas pour donner des cours à l'université, mais c'est pour intervenir dans des situations de traumatisme, de souffrance, etc. Et je remercie Dieu que ces choses-là sont faites et sont en train de se faire parce qu'il y a d'autres psychologues qui vont arriver dans les jours qui viennent pour apporter leur soutien et pour accompagner les enfants et leur faire une prise en charge totale. Merci beaucoup, professeur Mostafa Saliti. Je rappelle que vous êtes professeur de psychologie à l'université Qadi Ayad ici à Marrakech. Merci infiniment. Merci, avec plaisir. Merci. Au revoir, merci. Il y a un autre domaine, un autre secteur qui a été très impacté pendant cette période après cette catastrophe, c'est le secteur du tourisme, puisque nous parlons justement, ce soit ici dans la région d'El Haouz, de la ville de Marrakech, dans la
la région de Zaroudant avec la ville d'Agadir, mais aussi dans la région de Ouarzazate. Ce sont des capitales du tourisme ici au Maroc et on sait l'impact du tourisme sur l'économie marocaine. Alors justement, c'est pour discuter de cet impact sur ce secteur-là précisément que j'ai le plaisir de recevoir maintenant Monsieur Fawzi Zemrani, ancien vice-président de la Confédération nationale de tourisme. Vous êtes vous-même agent de voyage. Monsieur Zemrani, bonjour, merci d'être avec nous. Bonsoir. Alors, je voudrais peut-être une première question. On l'a vu, on le disait tout à l'heure avec notre envoyé spécial, beaucoup de touristes au départ ont pris peur, certains sont rentrés, mais certains sont restés. Est-ce que c'est un peu de ça qu'on s'inquiète un peu aujourd'hui? C'est que peut-être que les touristes désertent aussi Écoutez, ces régions. La première réaction des personnes est tout à fait légitime. Lorsque vous avez subi un choc émotionnel et personnel, vous n'avez qu'une seule envie, c'est de partir. Mais avec le temps, on a remarqué que les gens ont quand même compris que c'était un phénomène naturel et il y en a qui ont décidé de rester. Le fait d'entendre maintenant le muezzin, c'est une bonne augure. On entend l'appel à la prière, effectivement. Donc, et d'ailleurs, je voudrais juste aussi expliquer pourquoi on parle de ce secteur aujourd'hui seulement à 7 jours, puisque bien évidemment que les populations sinistrées et leur bien-être, leur vie, en fait, c'est encore plus important. Mais ce qu'il faut rappeler peut-être, c'est que dans ces régions, beaucoup de ces familles sinistrées vivent du tourisme. Effectivement, à peu près 30% des touristes qui viennent à Marrakech se dirigent vers cette région-là, la région du Haouz et les plateaux environnants. Donc ce sont des gens qui ont l'habitude de voir. Ça fait partie aujourd'hui de leur quotidien. Alors, qu'est-ce qu'il faut dire aujourd'hui aux touristes? Est-ce que le travail a été fait pour s'assurer que les hôtels, les structures hôtelières peuvent recevoir ces touristes, ils peuvent revenir en toute sécurité? Alors, il y a des équipes d'évaluation qui ont fait la tournée des riads et des maisons d'hôtes et également des hôtels. Je peux vous assurer qu'aujourd'hui, 98% des structures hôtelières sont en état de marche et que tout fonctionne bien. Ce qui a été touché, par contre, c'est la région dans laquelle on se trouve en ce moment, c'est la région du Haouz. Là, ça va prendre un peu de temps pour pouvoir d'abord, dans un premier temps, s'occuper des populations sinistrées, commencer également à les reloger, et ensuite ça reprendra petit à petit. Mais sinon, pour le reste, à Marrakech, la chose va revenir d'elle-même. D'ailleurs, aujourd'hui, nous sommes le jour 7. L'activité a complètement repris au niveau de la place Jemaa el-Fna, au niveau des souks, au niveau des visites. La Médina a également souffert un peu de ce tremblement de terre. Mais on a vite revu en fait la place Jemaa el-Fna par exemple. Il y a un retour à la vie qui s'est opéré assez vite. On a vu tous les bazars, les petites boutiques, tout a ouvert et la place est repeuplée par les touristes et par les touristes locaux aussi d'ailleurs. Exactement, c'est vital pour eux de toute façon. Vous savez, quand vous avez un choc, c'est comme quand vous tombez de cheval. Si vous ne remontez pas sur le cheval, vous ne remonterez plus jamais sur le cheval. Donc pour le tourisme, c'est exactement la même chose. Alors, le secteur du tourisme est un secteur qui est très important pour l'économie marocaine. Il pèse beaucoup sur l'économie marocaine. 7% du produit intérieur brut, 500 000 emplois dans le Maroc. C'est beaucoup de rentrées de devises et ça occupe beaucoup de personnes. Est-ce que vous avez peur, vous, aujourd'hui, justement, que ce secteur soit impacté à long terme? Non, madame, je n'ai pas du tout peur. Vous savez, des crises, on en a passé énormément. On en a vu beaucoup. La dernière, c'est celle du Covid. Avant, on a eu l'attentat d'Argana. On a eu tout ce qu'on pouvait avoir dans ce secteur, on l'a eu. Donc, il n'y aura pas de souci, ça se passera très bien, les gens reviendront. Si les gens avaient peur d'un tremblement de terre, il n'y aurait personne au Japon, parce qu'au Japon, il y a un tremblement de terre toutes les heures. Donc, il ne faut pas se faire de soucis. Je pense que les choses reprendront d'elles-mêmes et que nous verrons les gens revenir sur Marrakech, parce que Marrakech a des fondamentaux. Et cette région également a des fondamentaux. Il y a des gens qui viennent spécialement pour le house et pour faire du trekking et de la balade en montagne. C'est très important. Merci infiniment. Je vous en prie. Merci beaucoup d'avoir été avec nous et merci pour toutes ces explications. Merci beaucoup. Merci. À vous. Nous allons justement parler d'un sujet qui est lié en fait à ce dont on vient de parler. C'est la reconstruction, c'est le chantier de la reconstruction pour savoir est-ce que toutes les maisons dans ces régions sont prêtes à récupérer leurs habitants, à avoir les habitants à nouveau, à pouvoir peut-être aussi accueillir ces touristes
C'est quelque chose que nous allons discuter tout de suite avec notre invité qui me rejoint tout de suite, qui est un architecte, qui est aussi enseignant. Karim Rouessi, merci beaucoup de vous rejoindre à vous. Merci. Alors, Karim, vous étiez dans la région depuis en fait, les premiers jours. Vous avez sillonné un peu cette région d'El Haouz. Tout d'abord, quel constat? En fait, le constat est accablant. En fait, c'est un constat apocalyptique. Beaucoup de démolitions, beaucoup de ruines, beaucoup de malheurs des gens. Et maintenant, on constate aussi que certaines constructions traditionnelles en pisé, en pierre, ont su résister là où des constructions dites entre guillemets modernes en béton n'ont pas pu résister, ou des constructions nouvelles en matériaux anciens n'ont pas pu résister non plus. Ça, enfin, on pose des questions, on n'est pas encore au temps des conclusions, mais les questions, c'est peut-être qu'on a perdu du savoir-faire, des techniques, et qu'il est temps de repartir sur de nouvelles bases. Alors justement, en parlant de ce savoir-faire, on a beaucoup parlé de ces constructions en pisé. Et ce qui a été dit, en fait, c'est que peut-être qu'il y a plus de morts dans certains villages parce que c'est construit en pisé, et que peut-être si ça avait été en ciment, ça n'aurait pas été le cas. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce constat? Absolument pas, absolument pas. Les constructions en pisé ont démontré à travers le temps qu'avec des techniques locales tout autour du bassin méditerranéen, on peut construire en parasismique avec du pisé. On voit que certains villages ont complètement résisté au tremblement de terre. Je pense que les villages qui ont subi le plus de dégâts, c'est des villages où il y a eu des glissements de terrain, des éboulements, donc plus que parce que le matériau n'est pas capable de résister au tremblement de terre. Alors aujourd'hui, on parle de réhabilitation, on parle de reconstruction. C'est quoi les étapes en fait? Il faut d'abord commencer par évaluer les dégâts, savoir les maisons où les habitants peuvent revenir et celles où ils ne peuvent plus revenir. Alors, passer le temps du deuil et de la première crise, aujourd'hui c'est le temps de l'évaluation. Donc en fait il s'agit d'évaluer les maisons qui ont subi le séisme, de les classer en fonction de l'état de dégradation, donc les maisons qui sont complètement à démolir, les maisons qui peuvent accueillir des habitants à condition d'étayer l'existant ou d'amener quelques améliorations, et les maisons qui peuvent d'emblée accueillir les habitants. Et donc en fait, par ce diagnostic, on peut rassurer certains habitants à revenir dans certaines maisons. Alors c'est pas les villages ne sont pas touchés de la même manière. Il y a des villages qui ont été complètement rasés, il y a des villages où il y a un certain nombre de maisons qui ont résisté. Donc ça, c'est le travail qu'il faut faire immédiatement. Après vient un deuxième travail. Cette région n'était pas classée comme une région à haute sismicité. Donc là, en fait, il va falloir réévaluer et il va falloir définir les endroits où on pourrait reconstruire et les endroits où on ne pourrait pas reconstruire. Donc ça, c'est le premier travail d'évaluation qui doit être fait avant de penser à toute reconstruction. Donc le chemin est lent. Le discours ou le communiqué royal hier était plus que clair à ce sujet. Donc maintenant, c'est aux professionnels de prendre les bonnes décisions, de se mettre, de s'atteler au travail et de proposer des solutions. On a au Maroc la réglementation qui permet de construire avec des matériaux traditionnels. On a une réglementation parasismique qui est adaptée, et on a les spécialistes pour construire en matériaux ancien, enfin biosourcé. Oui, parce qu'on l'a vu, vous parliez du communiqué royal qui a été publié hier, et dedans, il y avait une instruction qui était celle de dire il faut reconstruire, mais il faut respecter le patrimoine architectural de la région. Ça veut dire qu'il ne faut pas dénaturer cette région? Ce que je retiens de ce communiqué royal qui était très clair, c'est que, il faut respecter les cultures locales. 2, il faut construire des constructions qui sont respectueuses de leur environnement et intégrées dans leur paysage. Et puis 3, toute action de reconstruction doit se faire en concertation avec les populations concernées. Alors on a vu pas mal d'architectes comme vous sur le terrain dès le départ, en fait de manière volontaire. Vous êtes vous-même d'ailleurs membre d'une association. Est-ce qu'il y a une coordination entre les professionnels de votre secteur pour aider à cet effort d'évaluation aujourd'hui? Il y a un grand élan de générosité. Maintenant, on est en train d'organiser cet élan pour canaliser tous ces efforts dans un sens productif. Aujourd'hui même, il y avait une réunion
réunion à l'ordre régional de Marrakech avec le président de l'ordre national, les présidents de l'ordre du centre et le président de l'ordre de Tensift. Il y avait un certain nombre d'architectes, il y avait aussi avec nous des ingénieurs, des topographes, des laboratoires. Et donc l'idée, c'est de se concerter, de travailler de pair pour arriver à des solutions rapides et pour déployer d'une manière efficace et efficiente notre travail sur le terrain. Juste quelques mots peut-être aussi sur le patrimoine justement de cette région. On a tous été touchés par ces images de la mosquée de Tinmel qui date du XIIe siècle, qui a été détruite. On a vu le haut de la mosquée de Jamal el-Fna aussi. On en sait un peu plus sur d'autres monuments qui ont été touchés. Alors il y a les patrimoines majeurs, on va dire, la mosquée de Tinmel, archétype de l'architecture almohade, qui a donné le caractère à toutes les mosquées les bâtiments qui ont été construits par les Almohades, que ce soit au Maroc ou en Andalousie. Il y a la mosquée Jamal el-Fna, un certain nombre de monuments inscrits et classés qui ont subi des dégâts majeurs, mais il y a surtout des patrimoines plus ordinaires, des patrimoines ruraux, des patrimoines, toute l'architecture berbère et en fait les savoir-faire. Donc il y a beaucoup de choses qui ont malheureusement disparu. Il y a l'Ersba, en fait on est dans la vallée de l'Oued Nfis, donc il y avait l'Ersba de la famille Gundafi, donc il y a 3 Ersba qui ont disparu. Donc tout ce patrimoine est aujourd'hui en péril et voire même complètement anéanti. Merci beaucoup, merci infiniment Karim Rouissi d'avoir été avec nous. Merci à vous tous de nous avoir suivis pour cette édition spéciale depuis Tahnaout dans la province d'El Haouz. Je voudrais quand même prendre le temps de remercier Teddy Aymar qui était avec nous ici, notre chef de production, Jessica Fahad depuis Paris, Amna Gasmi ici, Salah Annabi depuis la tour de contrôle à Paris, Anthony Daudezouel aussi et Tamine Al-Khetan. Merci à nos envoyés spéciaux et merci à vous tous. Très bonne soirée.